Alors, la dernière fois, on s'était arrêté à une introduction qui, dans un premier chapitre, étudiait la question de l'histoire, de la place de la discipline. Donc, vous vous rappelez, hein, c'était la démographie plus présentée comme une science technique assez descriptive et pas comme certaines sciences sociales avec tout un appareil conceptuel, des hypothèses quasi philosophiques, voire une position idéologique. Là, c'était beaucoup plus terre à terre. On va continuer à rester sur le terre à terre avec l'outillage qui est mobilisé dans les basiques de la démographie. Donc vous allez le voir, il y a un petit peu de mathématiques. Je vais aller le plus lentement possible, vous montrer des petits cas pratiques. Et puis si vous avez des questions, parce qu'il y a certains points qui vous bloquent, il ne faudra pas hésiter à le dire. Ce qui est important aussi, c'est un cours d'introduction, c'est un cours aussi d'élargissement à d'autres disciplines que la sociologie, c'est que pour toutes celles et ceux qui sont un peu fâchés avec les maths, c'est l'occasion aussi de se détendre un peu, de prendre un peu votre revanche pour voir que même si ça a l'air compliqué peut-être au premier abord, si on prend le temps, bon voilà, on peut normalement toujours franchir le cap où on finit par maîtriser les choses. Donc ça aussi, cet outil-là, de désangoisser peut-être une partie d'entre vous par rapport aux mathématiques. Dans un second temps, qu'on abordera quand même, je pense, aujourd'hui, on rentrera dans les approches, disons, plus fondamentales les approches plus fondamentales de la discipline, sous l'angle de tout ce qui borne l'existence des individus, des humains, donc les naissances et les morts, et puis peut-être un chapitre 4 famille, mais bon, je suis pas sûr qu'on ait le temps, et puis à vrai dire, j'avais compris l'année dernière où j'avais commencé cet enseignement qu'une partie de ce qui était vu, et notamment la formation des couples, était de toute façon traitée dans d'autres cours magistraux. Si vous ne vous démentez pas, vous avez eu un cours, ou vous l'aurez peut-être un moment là dans le semestre, où on voit toutes les analyses sociologiques qui sont à l'origine de la rencontre des conjoints. Voilà, merci Alexandra qui confirme, avec le fameux article de Boson et Errand qui montre que on se rencontre pas complètement par hasard, mais c'est pas non plus un destin implacable. Donc bon, ça vous le savez déjà par ailleurs, donc je développerai sûrement pas. Aujourd'hui, on va se concentrer donc dans un premier temps sur les outils de la discipline. Comme d'habitude, vous retrouvez la structure du cours ici. On est toujours dans la partie introduction et dans le chapitre outils de la discipline. On commence avec un grand 1 que j'ai appelé tendance et structure, c'est-à-dire quelles sont les tendances d'évolution des populations et comment elles se structurent. Il y a quelques mesures de base à connaître. Donc je vais commencer à ralentir le rythme de ma parole pour que vous ayez le temps de noter à ce stade. Il y a des mesures de base, déjà des mesures en chiffres absolus. Le plus simple, le plus évident, dans un langage qui va être un petit peu cynique parce que ça parle des humains comme finalement des numéros, c'est qu'on peut parler de stock et de flux de population. Alors à votre avis, je vous fais participer, qu'est-ce que ça serait le stock et qu'est-ce que ça serait le flux si on parle d'une population ? Normalement, ce sont des mots un petit peu qui relèvent de la logistique, des mots presque de tous les jours, donc il faut simplement les appliquer à des phénomènes de population. Non, personne ne veut se lancer? Ah, merci Léa. Le flux, c'est ce qui rentre et ce qui sort, voilà. Et Melvin, les personnes qui vivent dans le pays, les personnes qui sortent du pays. Alors là, vous complexifiez un tout petit peu les choses, mais c'est ça, effectivement. Il y a le flux plutôt basique, et puis le flux migratoire, ceux qui rentrent et ceux qui sortent. Mais en fait, c'est peut-être aussi ce que disait Léa. Donc en fait, c'est tout bêtement aussi. Ah oui, en fait, vous êtes plusieurs à parler pas mal du solde migratoire, mais c'est tout simplement, c'est aussi ce que dit Émilie dans le dernier message, le stock, c'est les individus. Alors on pourrait dire que c'est les individus là, déjà présents à un moment donné, et le flux, c'est avec les naissances et les morts, et les migrations, si on le fait totalement. Ben, c'est ça. Voilà. De proposition en proposition, vous y arrivez bien. Voilà, déjà, il faut distinguer ce qu'on appelle le solde naturel, c'est donc les naissances moins les morts. Le D, c'est pour days. Me demandez pas, j'en sais rien pourquoi on prend les mots en anglais, mais c'est comme ça. C'est une convention d'écriture.
en démographie. Donc le solde naturel, c'est ce qui est à l'écran, hein. C'est les naissances moins les morts. Et le solde migratoire, c'est immigration moins émigration. Immigration, ceux qui rentrent. Émigration, ceux qui partent. Donc c'était une bonne intuition d'Émilie par rapport à ces deux notions-là. Du coup, comment on peut mesurer la croissance d'une population? Alors déjà, on va se fixer une période, parce que si on ne fixe pas de période pendant qu'on mesure le nombre d'entrées, soit par des naissances, soit par de l'immigration, et le nombre de sorties, soit par des morts, soit par de l'émigration, si on ne se donne pas de période, ça ne s'arrête jamais, parce que des naissances et des morts et des entrées et des sorties du territoire, sur un territoire, il y en a tous les jours. Donc on se met d'accord sur une période. Alors là, voilà, j'avais dit qu'il y aurait un petit peu de mathématiques, mais j'écris gros, donc normalement ça a l'air plus simple quand c'est écrit gros, hein. Regardons bien. L'idée, c'est que la population à la date N, ça veut dire typiquement, on va dire entre le 1er janvier et le 31 décembre. Je vais arriver sur IE. Ah oui, pardon, vous l'avez peut-être pas compris, Léa, et peut-être d'autres, c'est le solde migratoire, c'est immigration moins émigration. L'émigration, c'est ceux qui partent d'un territoire, et l'immigration, c'est ceux qui rentrent dans un territoire. Si vous voulez un moyen mnémotechnique, il suffit d'allumer la télé et la radio, on parle toujours d'immigration, alors qu'il y a aussi des émigrations. Mais il est vrai que les sujets politiques sont plus autour de l'immigration. Donc c'est comme ça que vous pouvez vous en souvenir. Et c'est aussi, regardez, un iceberg, il a une partie immergée, il est sous l'eau, il rentre dans l'eau, et la partie émergée, elle sort de l'eau. Bref, une fois qu'on a dit ça, on se met donc d'accord sur une période. Je vous dis typiquement, la démographie elle aime bien fonctionner à l'année, entre le 1er janvier et le 31 décembre. Comment on calcule la population arrivée à la date TN, c'est-à-dire la deuxième, celle du 31 décembre? On dit, c'est la population qu'il y avait au début de la période, population 0, plus les naissances, moins les morts. Ça, c'est le fameux solde naturel. Donc vous comprenez bien que s'il y a plus de naissances que de morts, ça va augmenter la population, plus le solde migratoire, c'est-à-dire les immigrations, moins les immigrations. À nouveau, s'il y a plus de gens qui arrivent que de gens qui sortent, ça va ajouter à la population. Ce qui fait que si les deux soldes sont positifs, ça augmente la population. Si les deux soldes négatifs, ça diminue la population. Et s'il y a un solde positif et un solde négatif, eh ben les amis, ça dépend de la taille respective de ces deux soldes. Voilà, c'est assez évident, hein. Je pense à ce stade, il n'y a rien de très sorcier. C'est juste qu'il ne faut pas oublier d'introduire la notion migratoire. Alors souvent, on peut le faire au niveau d'un État, d'un pays. Vous imaginez bien qu'on peut très bien aussi le faire à l'échelle d'un département, d'une région, si ça a un intérêt quelconque. Alors on va illustrer. On va regarder les données françaises du début du XXIe siècle pour que vous voyez à quoi ça ressemble, quelles sont les données qu'on utilise. Alors, on va prendre le temps, hein. Dans le tableau, il n'y a pas besoin de le regarder d'un seul coup. Regardez bien, on a une période qui est 2001 et une période qui est 2010. On regarde les données les plus évidentes, les fameux flux de naissance. C'est en milliers, hein, ici. Donc, 803 000, ça fait 800 000 personnes qui naissent en 2001, 828 000 personnes qui naissent en 2010. Et vous voyez tout de suite que... ah oui, j'aurais pas dû le faire apparaître d'un coup, mais bon, c'est pas grave. Vous voyez tout de suite que les décès, c'est moins. Il y a 500 et quelques, enfin 500 000 et un peu plus de 500 000 décès. Et d'ailleurs, il n'y a pas beaucoup de différence. Donc regardez, sans grande surprise, le solde naturel, il ne bouge pas des masses. Il est un petit peu plus fort parce que les décès sont quasiment restés à l'identique, alors que les naissances ont plus augmenté. Donc fatalement, le solde naturel est un peu plus fort. Le solde migratoire, on aurait pu faire immigration et immigration, mais en tout cas, le solde, ça fait qu'il est positif. 87 000 personnes sont plus à rentrer qu'à sortir. C'est une fois qu'on a fait le bilan des entrées et des sorties, ça fait 87 000. Et en 2010, un peu moins, 75 000. Et ça vous donne la variation totale. Ça veut dire que sur l'année 2001, la population
française a augmenté de 349 000 personnes, et quasiment pareil en 2010, 358 000 personnes. Et on voit tout de suite aussi que c'est plus les naissances qui sont à l'origine de l'augmentation de la population française sur cette dizaine d'années que l'immigration. Qu'est-ce que le solde naturel? Alors Adélio, c'était écrit juste avant, mais je le remontre, pas de problème. Le solde naturel, c'est le différentiel entre les naissances et les morts, par opposition au solde qu'on appelle migratoire, l'immigration moins l'immigration. Là, il faut apprendre ce vocabulaire, parce que c'est un raccourci pour dire les choses plus simplement. Il s'appelle naturel parce que c'est l'idée du cycle de la vie, si vous voulez, les naissances et les morts. Alors, je vous passe l'ajustement dû au nouveau recensement, ça c'est parce qu'il peut y avoir des correctifs. En tout cas, ça nous montre ça. On voit qu'au 1er janvier sur 2001, il y avait 60 millions, presque 61 millions, et ça passe à 61 385. Et en 2010, c'est plus fort, c'est 64 millions et demi, et ça monte à 65 millions à la fin de l'année. On voit bien la fameuse transformation. Maintenant, on va évidemment reprendre ces choses-là un peu plus précisément quand on rentrera dans le chapitre qui s'appelle Naissance et mort, mais vous voyez bien qu'on peut calculer un taux de natalité. Le taux de natalité, qui est ici, c'est tout simplement le nombre de naissances rapporté à la population. On rentrera plus dans les détails la prochaine fois, enfin quand on entrera dans le chapitre sur les naissances. Et là, vous voyez encore une fois que ça ne bouge pas beaucoup, il a même tendance à très légèrement diminuer. Le taux de mortalité, c'est la part de morts à ramener à la population. Je continue pour vous faire le tour du propriétaire de tout ce qu'on calcule de façon basique sur les données. Et puis on peut commencer à calculer un taux d'accroissement naturel. Alors, le taux d'accroissement naturel, on va détailler les mesures un petit peu après, mais vous le voyez d'instinct, c'est tout simplement le taux d'accroissement de la population par rapport à ses naissances. C'est-à-dire le nombre le rapport entre les naissances et les morts en début d'année et à la fin de l'année. Donc là, ce qu'on voit, c'est qu'en fait, on a un taux d'accroissement naturel qui fait que la population, elle augmente plus qu'elle diminue. On le sentait bien de toute façon d'instinct, d'intuition, avec les naissances plus nombreuses que les morts. Okay. Et le taux d'accroissement migratoire également. Mais vous voyez qu'il est plus petit. C'est logique, puisque en solde net, on a 260 000 personnes qui arrivent en solde naturel par le jeu des naissances et des morts, et entre guillemets seulement 87 000. Et le taux d'accroissement total, c'est tout simplement l'addition entre les deux. C'est la part de ce qui augmente par le solde naturel, la part de ce qui augmente par le solde migratoire, ça donne le taux d'accroissement de la population. Vous avez le constat que c'est très proche. En fait, la population augmente, donc c'est normal qu'il y ait plus de gens. 800 000, 828 000 naissances. Donc, solde naturel un peu plus important. Mais vous voyez que c'est un rythme de croisière. C'est logique que la population augmente précisément parce qu'elle a un taux d'accroissement qui est constant, 4,3, 4,4, 1,4, 1,2. Là, au cas où les plus attentifs et attentifs d'entre vous l'auraient vu, c'est simplement des jeux d'arrondi, 4,2 plus 4,4 plus 1,2, ça fait 5,6, mais c'était sûrement que là, c'était un peu moins que 4,4 et un peu moins que 1,2, donc l'arrondi fait que c'est plus proche de 5,5. Bon voilà, ça vous rappelle tout bêtement aussi que ce n'est pas l'immigration qui est à l'origine de la croissance plus forte de la population française, mais bien la natalité à l'intérieur. Donc ça, c'était les chiffres absolus. Je ne dirais pas qu'un enfant de 5 ans peut le faire, mais enfin, c'est très descriptif. On a choisi de comparer à 10 ans d'intervalle l'année 2001 et l'année 2010 pour voir que c'était à peu près la même chose, mais vous comprenez que ce sont des choses très simples, encore une fois, tout articulé autour de ce qui est en plus, les naissances et les immigrations, et de ce qui est en moins, les morts et les émigrations. Vous me dites si c'est bon à ce stade, sinon je reprends des éléments. Là, on a passé à la base vraiment de mesures dans l'absolu.
Ok, merci Léa, on va dire que vous êtes porte-parole du groupe. Bon, de toute façon, les autres, vous étiez autorisés, c'était très bien de me demander de répéter quelque chose quand c'était pas clair, donc j'estime que je peux avancer. Alors maintenant, on va rentrer dans la normalisation, c'est-à-dire on va créer des outils un petit peu plus sophistiqués pour avoir un regard plus pointu sur les phénomènes démographiques. Alors, tout à l'heure, on commençait à parler avec des chiffres dans l'absolu, même si on pouvait commencer à calculer des taux d'accroissement. Et c'est justement ça tout l'enjeu. C'est comment on peut parler le plus techniquement possible de taux et comment on va rentrer dans ce qu'on appelle des périodicités de référence. Ça fait un petit peu jargon. Pour vous dire, déjà, la convention, vous l'avez peut-être senti quand vous regardiez les pourcentages, qui n'étaient d'ailleurs pas des pourcentages, mais des pour 1000 âges, ça se dit pas trop, mais la démographie choisit la référence 1000 habitants. C'est son échelle de grandeur. Vous imaginez en fait si c'était 0%, c'est vrai que tout à l'heure j'ai dit %, c'est pas bien, c'est un mauvais réflexe de ma part. C'est tout simplement que les taux sont souvent un chiffre, enfin un nombre inférieur à 10, virgule quelque chose avec une décimale. Donc si on passait en pourcentage, ça veut dire qu'on aurait quasiment que des chiffres inférieurs à 1%, ce qui pour un être humain n'est pas agréable à l'œil. En fait, un ordinateur s'en fiche, mais l'être humain, si tous les pourcentages sont tout le temps plus petits que 1, c'est pas très pertinent. Donc la convention statistique en démographie, c'est de ramener pour 1000 habitants. Ensuite, ça je vous l'ai dit tout à l'heure, la périodicité de référence, c'est l'année. Donc en gros, un démographe, pour résumer, il va calculer toujours en disant pour 1000 habitants au cours d'une année, voilà ce qui se passe. Maintenant, il y a plusieurs méthodes pour calculer des taux et je vais rentrer dans les deux méthodes principales. Le premier, c'est ce qu'on appelle, alors accrochez-vous, hein, le taux brut d'une fréquence d'apparition d'événements. Notez-le et je vais rentrer tranquillement dedans. Et je vais répondre à Julia. Si une base de données est de moins de 1000 habitants, dans ces cas-là, on n'est pas pris en compte ou le chiffre est tronqué. Non, par exemple, si, regardez, Julia et puis tout le monde, si dans un village de 500 personnes, il y a 2 naissances, et après je reviendrai à la question d'Alexandra, donc Julia et les autres, si dans un village de 500 habitants sur une année, il y a 2 naissances, est-ce qu'on ne peut pas leur ramener le taux à 1000 habitants? J'ai donné exprès 500, hein. C'est à 500 habitants et qu'il y a 2 naissances. Ouais, en double, voilà. C'est 4 pour 1000. Il y a 4 naissances pour 1000 habitants dans un village de 500 personnes. Voilà. Ça vous paraît clair, Julia et les autres? Je suppose. Et après, Alexandra, vous dites c'est quoi le premier pardon, mais le premier quoi? Bon, on verra. La première méthode, c'est le taux brut d'une fréquence d'apparition d'événements, mais je vais préciser. Si on dit taux brut, ça veut dire qu'on ne fait rien de très sophistiqué. On donne, un peu comme tout à l'heure, vous voyez, il y avait le taux d'accroissement naturel, donc ça c'est du côté naissance et mort, et puis il y avait le taux d'accroissement migratoire. Donc là, on peut comparer les deux taux, et rappelez-vous tout à l'heure, je peux le remontrer, hein. Vous voyez, en 2001 comme en 2010, le taux d'accroissement naturel est beaucoup plus important que le taux d'accroissement migratoire. 4,3, non pas naissance, hein, mais 4,3, je sais pas, ça sonne pas bien en fait, naissance moins mort, enfin bref, le plus grand nombre de personnes qui restent, c'est 4,3 pour 1000 habitants, alors que c'est beaucoup moins pour le seul migratoire. Donc ça, c'est la première méthode. J'y reviens. Et du coup, on peut comparer les accroissements annuels sur 2 périodes. C'est ce qu'on a fait tout à l'heure. On a comparé en 2001 et en 2010. Et on a vu d'ailleurs
qu'il n'y avait pas vraiment de changement. Le taux d'accroissement naturel était assez constant, et le taux d'accroissement migratoire aussi. Alors, réfléchissons bien. Si on a un taux d'accroissement migratoire et un taux d'accroissement, je vais remontrer le tableau, naturel constant, vous voyez, ils sont très très proches entre 2001 et 2010, est-ce que ça veut dire que la population stagne, ou est-ce que ça veut dire que la population augmente, ou est-ce que ça veut dire que la population diminue? Si le taux d'accroissement est stable, on peut supposer que s'il était de 4,3 là, il était à peu près pareil les autres années, imaginons. Pour vous, là, la population, du coup, elle augmente, elle stagne. Alors Alexandra dit elle stagne, puisque le taux reste quasiment le même. Ok. Qui vote pour Alexandra? Et Léa, qui dit ça stagne. Les autres se mouillent pas. K aussi, je sais pas qui c'est. Désolé, mais les autres, prudemment, vous n'êtes pas mouillés, mais Alexandra, comme Léa, comme K, se trompe un peu. Alors Saphora se dit, tiens, c'est le moment de tenter un coup. Alors, pas automatiquement, c'est courageux de dire pas automatiquement, mais on est dans des mathématiques, donc soit ça stagne, soit ça augmente, soit ça diminue. Le pas automatiquement, bien joué de votre part, mais qu'est-ce que ça veut dire? Si le taux d'accroissement est stable, et en l'occurrence, il est de 5, quelque chose si on additionne les deux. Alors ça fera, c'était quoi votre intuition? Ok, Léa, elle se ravise. Bah non, en fait, là, vous êtes typiquement dans un cas. Je reparle. Je remets mon micro. Donc j'étais en train de dire, je ne sais pas à quel moment ça a coupé, mais que voilà, soit ça augmente, soit ça diminue, soit ça stagne. Ça ne peut pas être un pas automatiquement. Et je disais, en fait, je pense que si j'avais formulé les choses de façon non mathématique, vous vous seriez moins posé la question. En fait, qu'est-ce que ça veut dire un taux d'accroissement naturel qui est positif et qui est le même chaque année? Ça veut dire que chaque année, ça augmente un petit peu. Simplement, ça augmente au même rythme. Ça augmente de 5,7%, si on additionne les deux, hein, le migratoire et le naturel. Ça augmente de 5,5 pour 1000, pardon, chaque année. Donc en 10 ans. Là, après, je vais répondre à Abdou, on va reprendre. Donc s'il y a un taux d'accroissement naturel et migratoire qui est assez constant mais toujours positif, ça veut dire que chaque année, la population, alors, elle augmente, elle diminue, ou elle stagne. Puisque chaque année, on vous dit qu'elle augmente un petit peu, de 5,5 pour 1000. Bah, ça augmente, voilà. Et en fait, il ne faut pas se faire piéger par la stagnation du taux d'accroissement, ça veut dire que ça augmente toujours au même rythme. Tous les ans, ça prend 5,5 pour 1000. C'est ça que ça dit. Mais vous êtes bien d'accord qu'une population comme un prix, si c'était votre. Voilà, si je vous dis que votre abonnement de téléphone, si tous les ans il augmente de 5%, vous êtes d'accord que c'est pas parce que c'est 5% chaque année qu'il reste au même niveau. Il prend 5% à chaque fois. Et d'ailleurs, c'est de plus en plus. Parce que 5% d'un montant plus important, c'est à chaque fois plus important en valeur absolue. Du coup, Abdou disait, Abdou Karim, ce qui veut dire qu'il n'y a pas trop de différence entre le nombre de naissances et de décès. Alors, pas trop de différence, c'est pas très mathématique. Ce qui veut dire en tout cas qu'il y a plus de naissances que de décès et plus d'immigration que d'émigration. Et donc les deux conjugués font que le taux d'accroissement total est largement positif. Voilà, donc là c'était une première petite leçon de prudence. Confondez pas la constance d'un taux d'accroissement avec la constance du stock, puisque précisément ça veut dire que le stock augmente, mais de façon continue, de façon progressive. Si on faisait ça en mathématiques, ça serait une droite, ce ne serait pas une courbe. Chaque année, il y a à peu près 5, 5 personnes pour 1000 en plus. Je reviens. Excusez-moi. Il y a la souris qui me joue des tours. Voilà. J'essaye de revenir. Voilà, ça y est, excusez-moi, la souris buguait un petit peu. Donc je disais qu'il y avait une première méthode qui était celle de mettre ensemble des taux bruts d'une fréquence d'apparition d'événements, donc une fréquence d'apparition d'événements, en l'occurrence les événements de naissance et de mort, qui donnent un taux, et les événements de migration, arrivée moins départ, qui donnent également
un taux. Alors, désolé, mais la deuxième méthode est un petit peu plus compliquée mathématiquement, peut-être moins intuitive, mais vous allez voir qu'elle est plus logique en fait. Elle est plus logique si on veut parler de l'évolution d'une population. Elle s'appelle la méthode des intérêts composés. Alors ça, vous n'avez pas le choix, il faut le noter comme ça. C'est comme ça qu'on dit dans le jargon. Mais évidemment, je vais prendre le temps avec vous de définir. La méthode des intérêts composés. Je vous l'ai mis entre parenthèses, en ce que j'espère être un meilleur français. C'est le rythme moyen, mais sur des longues périodes. Donc mathématiquement, ça revient à faire des moyennes de taux d'accroissement annuel. Notez-le comme ça. Mathématiquement, ça revient à faire des moyennes d'accroissement annuel. Mais comprenez bien que si on sort un nombre moyen qui peut être par exemple 5,4, bah c'est 5,4 tous les ans en moyenne. Je montre le tableau. Bon, là, c'est pas terrible parce qu'il n'y a qu'une toute petite décimale de différence, mais mettons qu'on ait un outil mathématique qui permette de voir qu'en moyenne, entre 2001 et 2010, c'est-à-dire en 2001, en 2002, en 2003, en 2004, 5, 6, 7, 8, 9, 10, eh bien, en moyenne, le taux d'accroissement a été de 5,6 pour 1000. Pour 1000 habitants, il y en a eu 5,6 de plus, quand on mixe les naissances, les morts, l'immigration, l'émigration. Vous comprenez que c'est un peu plus intéressant que de se coltiner une lecture de 10 chiffres qui diraient quasiment tous la même chose. 5,7 en 2001, 5,4 mettons en 2002, 5,8 en 2003, bon, pour arriver à 5,5 en 2010, c'est beaucoup plus simple si on a une méthode mathématique qui permet de dire bah, en moyenne, chaque année, ça a augmenté en fait de 5,6, même si en fait ça n'a jamais augmenté de 5,6 une seule fois, parce qu'un coup c'était 5,7, un coup c'était 5,5, une fois c'était 5,4, une fois c'était 5,8, mais du coup, ça donne, alors je vois ce que dit Emily, ça donne une moyenne sur ce qu'il faut théoriquement appliquer chaque année. Ça veut dire que même si des fois c'était 5,7 ou des fois un petit peu plus ou un petit peu moins, c'est comme si c'était à chaque fois 5,6. Chaque année. Chaque année. Pas entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre 2010. Chaque année, c'était grosso modo 5,6. Vous voyez, c'est beaucoup plus simple à absorber comme information. Donc ça donne une information qui est une moyenne pour chaque année. C'est une convention, Émilie et les autres. C'est pas le chiffre réel chaque année. Je le redis hein, ici, ça serait 5,7 une fois, 5,8 une autre fois, 5,4 une autre fois. Mais en moyenne, c'est 5,6. Et tant qu'on n'a pas besoin de gratter trop en détail, c'est beaucoup plus sympa d'avoir une information qui dit bah, sur la période 2001-2010, le taux d'accroissement total moyen était de 5,6 pour 1000. C'est intéressant. Déjà parce que ça permet de faire des projections. J'en ai pas encore trop parlé, ça va venir, mais la démographie, c'est aussi une façon de dire je regarde le présent pour avoir une idée de l'avenir. Et donc ça permet de dire bah, si on continue au même rythme, c'est-à-dire si on continue comme les 10 années précédentes, d'avoir une augmentation de 5,6 pour 1000 chaque année, eh bien on sait que ça va donner tel truc dans 10 ans, dans les 10 années qui viennent. Et là où ça devient carrément un instrument de politique publique, c'est si en fait pour des raisons économiques ou à l'époque, il y a un siècle ça se faisait aussi, des raisons d'effort de guerre, de préparation de la guerre, si on voulait faire monter ou descendre, en l'occurrence plutôt monter un volume de population, alors ça revenait à dire, bah alors voilà le rythme à tenir. Imaginez que nous, on soit une armée là, de généraux, on est des grands officiers, et on veut lancer une guerre, qu'elle soit économique, culturelle, militaire, peu importe, et on sait qu'on a besoin de monde. On sait que dans 10 ans, on veut que notre groupe là, voilà, on va être une armée de démographes, sociodémographes, et on sait que pour avoir, je sais pas moi, 1000 personnes dans 10 ans, eh ben, il faut qu'en moyenne chaque année, le taux d'accroissement soit de temps. Parce que c'est pas à la 9e année qu'on va avoir tout le monde. Si on veut avoir 1000 personnes dans 10 ans,
ça veut dire qu'en moyenne, il faut que ça augmente de tant de pourcents chaque année. Donc ça se calcule mathématiquement. Alors oui, là du coup, vous avez raison, hein, tous ces outils-là, à un niveau un peu plus sophistiqué, ils sont très très utilisés en ce moment. Alors là, on rentre dans ce qu'on appelle de l'épidémiologie. C'est pas exactement pour les naissances, enfin les naissances, c'est sûr que non. Il y a la question de la mortalité, mais vous vous doutez bien que les outils mathématiques, ils sont avant tout sur la notion de contamination. Okay, et c'est sûr que si il y a une vitesse de virus et il y a un taux de contamination de virus, et ça donne un outil mathématique qui fait que si le taux de contamination est très faible, c'est-à-dire une personne n'en contamine qu'une autre, et qu'en plus ça prend vachement de temps, bah, ça fait épidémiologiquement un accroissement de la population touchée par le virus beaucoup plus faible que si c'est pile l'inverse, c'est-à-dire un coefficient de contamination très très fort. Une personne peut en contaminer 5, et dans un temps record. Imaginez que ce soit à chaque seconde, comme un peu dans les films de zombies. On le voit souvent dans les cartes, hein, quand les militaires ils sont dans leur bunker et ils montent la carte. Alors c'est pas par seconde, ça peut être par jour. Et on voit bien, bah, par jour, il y a une petite tache rouge, sauf qu'après c'est exponentiel. C'est-à-dire que si le taux de contamination, c'est une personne qui en contamine 5 toutes les heures, au bout d'une heure, il y en a 5. Au bout de 2 heures, il y en a 25. Au bout de 3 heures, il y en a 125. Et après, j'arrête de calculer. Donc voilà le genre de calcul qu'on fait en période sanitaire. C'est pas tant la question des décès que la question de la multiplication. Vous voyez ce que je veux dire, hein, vous la représentez la scène de film avec les taches rouges. Une personne donne 5 personnes en 1 heure, 25 personnes en 2 heures, 125 personnes en 3 heures, et si quelqu'un sort sa calculette, désolé, je suis pas très très bon, mais enfin, on est déjà sur des milliers de personnes en 4 heures. C'est pour ça que vous entendiez beaucoup dans la presse, peut-être dire dans les médias, dire qu'il y avait un ratio R, c'est-à-dire la notion, on essaie de la faire réduire à 1, c'est-à-dire qu'une personne contaminée ne contamine qu'une autre personne. Parce que du coup, 1 donne 1, ce qui fait qu'on n'a pas une croissance qu'on appelle exponentielle, où à chaque heure ou chaque journée, il y a un plus grand nombre de personnes qui contaminent un plus grand nombre de personnes. Là, on sort un petit peu du sujet. Alors, je vais vous le montrer. Je disais que c'est un instrument politique. On va regarder sur une plus grande période. Enfin, pardon, j'ai répondu à votre question, Julien? Ok. Et si j'avais voulu aller jusqu'au bout, sachez qu'en fait, si je reviens sur la question non pas de la propagation d'un virus, mais vraiment, oui, du taux d'accroissement naturel de la population. Donc là, on va dire naturel parce que la question de l'immigration ne rentre vraiment pas en ligne de compte. Bon, bah, les naissances ne sont pas spécialement affectées par les morts du virus. Les morts, beaucoup plus, hein, vous savez bien qu'il y a eu plusieurs dizaines de milliers de morts déjà. Par contre, il faudrait avoir le regard par classe d'âge, parce qu'il est vraiment, vraiment très différent par classe d'âge, ce taux de mortalité dû au virus. Si on veut aller au bout, ça serait plus intelligent de faire un truc par classe d'âge. Donc je disais, c'est un instrument politique. Et ça va nous permettre de regarder un petit peu comment la Chine, qui est un très très gros pays en population, a vu sa population évoluer en un gros demi-siècle, entre des chiffres qui datent de 1953 et des chiffres qui datent de 2010. Là, on a un descriptif complètement brut. On a les périodes où il y avait du recensement. Alors, c'était pas simple, hein, le recensement en Chine, vu le nombre de personnes et vu la taille du pays, c'était du sport. C'est pour ça qu'ils ne le faisaient pas tout le temps. Il y en a en 53, en 64, en 82, en 90, en 2000, en 2010. Vous remarquerez que les écarts ne sont pas les mêmes. Là, il y a 11 ans, là, il y a carrément 18 ans, là, il n'y a que 8 ans, et après, bon, bah, on voit qu'ils se sont peut-être un petit peu normalisés, qu'ils ont réussi à le sortir tous les 10 ans. Jusqu'ici, c'est bon, tout va bien? Période de recensement. Et ça donne à chaque fois une population. Donc là, c'est en milliers. Donc du coup, il faut lire millions. Hein. 582 millions, 694 millions, 1 milliard, 1 milliard 100, 1 milliard 260, 1 milliard 350. Mais comme les écarts ne sont pas d'une année à l'autre, mais par des paquets d'années, on a envie de se demander, bah tiens, comment on pourrait calculer le taux d'accroissement annuel
moyen, c'est-à-dire entre 53 et 64, même si on ne saura jamais combien il y a eu de naissances et morts en 54, en 55, en 56, parce qu'il n'y a pas eu de recensement. Vous êtes d'accord avec ça, tout le monde? On ne peut pas savoir ce qui s'est passé entre les 2 années. On ne peut pas, puisqu'on a un point de mesure de départ et on a un point de mesure d'arrivée. 53, 64. Donc on ne peut pas. Par contre, on peut fictivement créer un outil mathématique qui dit, vu que c'était 582 millions en 53 et 694 millions en 64, on peut déterminer mathématiquement qu'en moyenne, chaque année, ça va augmenter de tant de personnes. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce raisonnement? Je n'ai pas fait d'équation ni rien à ce stade. Je pose juste le raisonnement avec des mots. Parce que ça ne nous intéresse pas de savoir quel est le taux d'accroissement entre 53 et 64. On veut connaître le rythme annuel, c'est ça qui fait sens. Alors voilà les différents outils qu'on a à notre disposition. On a la fameuse population zéro, c'est la population initiale. C'est par exemple en 53, 582 millions. On a la population à un instant T, plus tard, qui est ici 694 millions. Ensuite, on va chercher le fameux taux d'accroissement annuel moyen. Je le répète, on ne sait pas de combien ça a augmenté entre 53 et 54, entre 54 et 55, entre 56 et 57, etc. Par contre, on sait combien il y a d'années. Donc, on va utiliser deux données. On va utiliser un outil mathématique pour calculer le taux. Et comme on sait combien il y a d'années entre 53 et 64, il y a 11 ans, eh bien, on va pouvoir faire une équation qui ressemble à peu près à ça. Alors, on se calme, je prends le temps de bien rentrer dedans. La population totale en 64, c'est la population 0 de 53, donc 582 millions, multiplié par ce fameux coefficient d'accroissement moyen. Alors vous allez me dire pourquoi c'est 1 plus R. C'est très très simple. Regardez, si vous achetez une veste, et qu'on vous dit qu'elle augmente, le prix a augmenté de 20%. Bon, en général, ça va être des soldes, mais je le fais avec augmenter parce que ça reste plus proche de ce qu'on est en train de se dire. Vous êtes d'accord que si la veste coûtait 50 euros, alors on va dire 10%, et qu'elle augmente de 10% finalement, pour calculer le prix de la veste, vous faites comment avec la donnée 50 euros et la côté augmentation de 10%? Comment vous trouvez le nouveau prix de la veste? J'aurais pu prendre une veste à 100 euros, mais c'est trop facile, ça va vous endormir. Donc une veste à 50 euros. Comment on fait pour calculer le nouveau prix de la veste? Vu qu'on sait que ça a augmenté de 10%. 50 euros avant et quelque chose euros après une augmentation de 10%. Mathématiquement, c'est quoi le calcul à faire? Vous avez 50 pour les euros et vous avez 10 pour les pourcents. Personne se lance. Ouais, Julien, un produit en croix, voilà, quelqu'un se lance. Et allez pas trop vite, les autres, calmez-vous, parce que sinon on ne verra pas ce qu'a mis. Voilà. Elle a mis 50, enfin il ou elle, K, 50, plus 1 fois 50%. Alors du coup, je suis pas sûr de bien comprendre. Quelqu'un d'autre. Alors attendez, 1 fois 50%, ça, ça va faire 0,5. Hein. Donc il y a une petite erreur. Melvin dit 50 fois 10%. Ah bah voilà, c'est un peu là-dessus que je voulais qu'on aille. Et c'est tout, Fissourou dit la même chose. Regardez bien. Ça en fait, ça vous donne quoi? 50 fois 10%. 10% c'est 5. Donc si ça vous fait 50 fois 5, il y a un petit problème. Donc je vous aide un petit peu. On voit que les maths, il faut toujours y revenir. C'est peut-être une évidence pour une partie d'entre vous, mais je me dis que je peux parler quand même à une minorité non négligeable. En fait, il y a deux choses différentes. Il y a l'augmentation. Je le fais dans les commentaires. L'augmentation, c'est je mets en français volontairement au début,
c'est 10% de 50 euros. Et en fait, 10% de 50 euros, ah oui, je l'écris, 10% de 50 euros, c'est 50 à 10%. C'est égal à combien? En fait, 50 fois 10 divisé par 100, ou 50 fois 0,1, c'est 5. La veste, elle augmente de 5 euros. Mais vous voyez qu'il faut ensuite faire 50 plus 5 pour avoir le nouveau prix de la veste. C'est-à-dire le prix de départ plus la somme augmentée. Vous êtes d'accord avec ça, tout le monde? Mais regardez, il y a beaucoup plus simple en fait. Le nouveau prix de la veste, c'est 50 1 En fait, c'est 50 fois 110%. Le prix de la veste, c'est les 100% de départ plus les 10%. Là, on calcule directement le nouveau prix de la veste. Alors regardez, je fais avec le prix de la veste avant de revenir à la Chine, parce que c'est un tout petit peu plus compliqué puisqu'on est sur plusieurs années. C'est juste pour vous dire que quand on veut on veut calculer un nouveau volume, un volume de population ou un volume de prix, on peut faire le prix de départ plus l'augmentation, c'est-à-dire l'augmentation c'est 10% de 50, ça fait 5 euros. Donc le nouveau prix c'est le prix de départ, plus les 10% du prix de départ, c'est 50, plus 5. Mais je dis juste qu'on peut faire un calcul plus rapide, où au lieu de passer par 10%, on passe par 110%. Le nouveau prix c'est 110% du prix de départ, puisque c'est 100% du premier prix, plus 10% d'augmentation. Et donc ça se mathématise par le fait qu'on utilise le nombre 1. Le nouveau prix de la veste, c'est 1 fois 50 euros, plus 10% de 50 euros. Donc c'est 1 plus 10%. J'espère que c'est un peu plus clair pour Alexandra et d'autres. C'est à ça qui sert le 1. C'est juste qu'il reprend le volume de départ, un volume en euros, comme ça pourrait être un volume en population. Il ne faut pas confondre les 5 euros d'augmentation avec le prix de 55 euros. Alors Alexandra, est-ce que c'est plus clair? Déjà, est-ce que c'est clair avec des mots? Que 5 euros d'augmentation, ça ne veut pas dire 55 euros de nouveau prix. Ça, je pense qu'avec les mots, vous êtes d'accord. Je veux bien un petit... Mince, il y en a qui ne comprennent pas encore. Alors, je le répète, est-ce que vous comprenez avec les mots, avant de le traduire en mathématiques, que le prix de la veste qui a augmenté de quelques pourcents, c'est le prix de la veste de départ, 50 euros, plus les 5 euros d'augmentation. Si, le prix de la veste, ça sera 55 euros. Je vais juste vous montrer que vous pouvez utiliser soit en deux temps de calculer combien ça fait 10% de 50 euros, on sait que ça fait 5 euros, et du coup on additionne les 50 euros de départ, plus les 5 euros d'augmentation, et ça fait bien 55. Mais je remontre, mathématiquement, si on veut le faire en une seule fois, en fait, je vais le montrer comme ça, c'est 50 euros de départ fois 1, fois le prix de départ, plus 50 euros, faire en une fois. Mais c'est aussi pour vous expliquer pourquoi il y a le nombre 1 qui apparaît, parce que ça, c'est chiant. Souvent, quand on ne comprend pas pourquoi il y a 1, on se dit, mais il sort d'où ce 1? Donc, en fait, le nouveau prix de la veste, on est d'accord que c'est 50 euros fois 1, c'est-à-dire c'est le prix de départ fois lui-même, plus 50 euros fois 10%. Ça, c'est le nouveau prix. C'est le prix de départ plus les 10% du prix de départ. Mais regardez bien, du coup, ça fait bien 50, si on simplifie, fois une fois, plus 10%. Les deux lignes que vous voyez, c'est exactement la même chose. Faire 50 fois 1 plus 50 fois 10%, c'est comme faire directement 50 fois 1 plus 10%. Il faut que vous compreniez que ce 1, il signifie quelque chose.
Il signifie que c'est juste le volume de départ auquel on ajoute les 10%. Si je reviens à mon PowerPoint, regardez, la population totale à l'arrivée, donc par exemple en 64, c'est bien la population de départ, les 582 millions, fois ce qu'elle était au départ, plus son accroissement. Si elle a augmenté de 10%, c'est comme pour le prix de la veste, on est d'accord que la population d'arrivée, c'est pas la population de départ fois 10%, c'est la population de départ plus 10%. Donc le 1, il sert simplement à renouveler la valeur de départ. Ou on pourrait le dire autrement pour la veste, le nouveau prix de la veste, c'est 110% du prix de départ. Bah, la population chinoise, c'est 100% plus le taux d'augmentation du prix de départ. Donc il signifie ça, ce 1. C'est juste que je veux surtout pas que vous soyez égarés en vous disant, bon, ça je comprends pas, le 1 je comprends pas, mais tant pis. Non, non, moi je veux que vous compreniez tout, quitte à y passer du temps. Donc, si on était juste sur une année, on est d'accord que la population de l'année d'après, c'est la population de départ fois ce qu'elle était, plus son taux d'augmentation. Mais là, c'est un peu plus compliqué. Vous avez un petit n, c'est-à-dire une puissance. Pourquoi? Parce qu'en fait, si c'était, je reste sur la veste, si votre veste, chaque année, elle augmente de 5%, vous êtes d'accord que la première fois, elle coûte 50 €. La deuxième fois, il faut multiplier par 1,1, enfin c'est 1 plus les 10%. Mais l'année d'après, c'est ce nouveau prix, c'est-à-dire les 55, qui eux-mêmes vont augmenter de 10% pour la veste. Oui, c'est ça, Melvin, la puissance, c'est le nombre d'années. Je le redis pour la veste, si elle augmente de 5% tous les ans, vous êtes d'accord que les 5%, ils doivent toujours s'appliquer au nouveau prix de la veste. C'est-à-dire, la deuxième année, si ça augmente de 5%, c'est les 5% de 55 €. On est d'accord? Il ne faudrait pas tomber dans le piège de remettre 5% de 50 €. Non, non, la deuxième année, c'est une augmentation de 5% sur un nouveau prix qui est de 55 €. Et si vous regardez bien, la veste de 50 €, je la remets comme ça, hein, en commentaire, 50 €, fois 1,1, parce qu'en fait, 1 plus 10%, c'est 1,1. Hein. Ça, c'est le prix d'une première année. Mais vous comprenez bien qu'une fois qu'on a ce prix-là, on sait que ça fait 55. La deuxième année, ça va encore augmenter de 10%. Donc, ça va encore augmenter de 1, on va encore appliquer 1,1 au nouveau prix. La première année, regardez bien, la première année, ça a augmenté de 10%, donc on a fait 50 € fois 1,1, on sait que ça fait 55 €. La deuxième année, ça va être 55 € fois 1,1. Mais si je le fais encore plus, si je le fais de troisième année, comme ça. Enfin, j'aurais pu même refaire, je vais faire mieux, j'aurais pu remettre même plus de parenthèses. La deuxième année, c'était 10% sur les 55 €, et la troisième année, c'est carrément 10% sur le prix, je ne sais même plus combien ça fait, puisqu'il a déjà augmenté plusieurs fois. Et ça donne ça. Mais regardez, en fait, ça augmente de 10% chaque année. Et en fait, c'est 50 fois 1,1 fois 1,1 fois 1,1. Ou c'est 50 fois 1 plus 10%. Donc on fait comme ça, en fait. Si ça a augmenté pendant 3 ans, là on fait 50, 1 plus 10%. Et bon, là, c'est pas une puissance parce que j'ai pas l'outil pour mettre une puissance, mais c'est ça 3 fois. Vous voyez bien que le 1,1 fois 1,1 fois 1,1, on va pas le répéter à chaque fois. Donc en fait, on applique au prix de départ l'augmentation de chaque année. Et bien, pour la population chinoise, c'est la même chose. On a une population de départ, et pendant X années, donc en l'occurrence pendant 11 ans, elle a augmenté de tant de pour 1000 chaque année. Ouais. Naomi dit qu'elle est perdue. Alors, en fait, je le fais avec le prix d'une veste parce que c'était un petit peu plus simple. Est-ce que Naomi et d'autres, vous êtes d'accord que pour augmenter, c'est ce que je mettais dans les commentaires tout à l'heure, ce que je montrais dans les commentaires, qu'on dise que le nouveau prix de la veste, c'est 50 € plus les 5 € d'augmentation, ou qu'on fasse directement
50 fois 1 plus 10%, ça donne 55 tout court, tout de suite. Parce qu'avec ça, vous êtes, vous pouvez remonter de fil de ce que j'ai mis. Quand on est juste sur une année, si vous remontez un tout petit peu c'est entre les deux commentaires de Melvin. Je peux le remettre. C'est juste que je le remets. C'est juste qu'avec 50, c'est un peu plus facile. Vous voyez, là, si je passe avec les chiffres chinois, on peut le faire, hein. Mais du coup, c'est 582 millions fois 1 plus ce fameux taux d'accroissement. Mais je préfère rester sur la veste dans un premier temps. Est-ce que vous comprenez pourquoi on peut, à la fin, dire que si tous les ans ça augmente de 10%, ça revient à dire j'ai mon prix de départ fois 10%, mais donc en fait fois 110%, parce qu'il faut bien reprendre le prix de départ, sinon c'est que l'augmentation, fois 1 plus 10%, mais encore fois 1 plus 10% la deuxième année, et encore fois 1 plus 10% la troisième année. Et donc il est plus simple d'écrire une bonne fois pour toutes, mon prix, c'est ma veste de départ, fois elle-même plus 10%, fois encore la deuxième année elle-même plus 10%, mais le elle-même renvoie un chiffre plus gros à chaque fois. Si j'étais au tableau, ça serait un petit peu plus simple. Je pense que l'essentiel que vous devez voir, je le remets, c'est ça. C'est ça le truc le mieux en fait. Parce que vous voyez bien que si vous regardez que le début, c'est 50 € fois 1,1. Enfin 1 plus 10%. Ça donne le prix de la deuxième année. Et ce nouveau prix, on le multiplie la deuxième année par encore 1 plus 10%, 1,1. Et ce deuxième nouveau prix, entre les grosses parenthèses, on le remultiplie encore par 1,1. Et en fait, vous savez très bien que les multiplications des parenthèses, on s'en fiche. Donc en fait, c'est 50 € fois 1,1 fois 1,1 fois 1,1. Bon, c'est plus simple d'écrire que c'est euros fois 1,1 ou 1 plus 10%, mais 1 plus 10% et 1,1, c'est la même chose, hein. Fois, une fois, deux fois, trois fois autant d'années qu'il y a où ça augmente. Donc maintenant, si on revient à nos Chinois, le truc, c'est que là, nous, c'est l'inverse en fait. On ne sait pas de combien de pourcentage ça augmente à chaque fois. On connaît un petit peu comme s'il y avait la veste. Si au bout de 10 ans, vous avez le nouveau prix de la veste, vous êtes d'accord que grâce à cet outil-là, vous pouvez mathématiquement retrouver quel a été le taux d'augmentation chaque année. Mettons que cette veste-là, et ça va valoir cher, au bout de 4 ans, elle vaille, je vais dire n'importe quoi, 70 €. Par cet outil, vous pouvez retrouver qu'en moyenne, elle a augmenté de 10% chaque année. Parce que vous avez le prix de départ et le prix d'arrivée, et vous savez qu'elle a augmenté 3 fois. La population chinoise, elle arrive à 694 millions en 64, et elle a forcément augmenté un petit peu en 54, un petit peu en 55, un petit peu en 56. Et en fait, on refait le chemin à l'envers. Donc là, vous vous embêtez pas trop, mais vous vous doutez bien que pour trouver de combien ça a augmenté en moyenne, on fait un genre de racine carrée. C'est-à-dire si elle a augmenté, là c'est quoi la différence entre 694 millions? Si on arrondit, elle a augmenté de 112 millions, allez, 110 millions. Une population qui augmente de 110 millions en 11 ans, ça veut dire que chaque année, en moyenne, elle a augmenté à peu près de 10 millions. Et on peut calculer un pourcentage. Le pourcentage, là je vous assomme pas trop, on répète le nombre d'années et on fait la racine carrée, tout ça. Si elle a augmenté de X% tous les ans, si on connaît l'augmentation globale, on peut retrouver en remontant le chemin, mais ça c'est un peu plus compliqué mathématiquement, on peut retrouver dans l'autre sens de combien ça a augmenté en moyenne. Ce que je veux que vous regardiez bien, c'est ça. Et c'est pour ça qu'une population qui augmente de 10% tous les ans, comme le virus un peu tout à l'heure, le truc c'est que 10% la deuxième année, c'est déjà un plus gros nombre. Puisque quand ça augmente de 10% une deuxième année, c'est sur une base de population qui a déjà augmenté de 10%. Et c'est comme ça que pour la Chine, vous voyez que en 30 ans,
53, 82, elle va presque doubler sa population. Donc là, je ne vous embête pas trop sur les mathématiques, mais vous comprenez bien que sur une période 53-64, elle augmente pas beaucoup. Par contre, sur une période 64-82, elle a un taux d'accroissement beaucoup plus fort. Et, je vous le disais tout à l'heure, qu'est-ce qu'il a fallu faire au bout d'un moment? La Chine a dû encadrer le plus possible, et ça vous en avez entendu parler, du contrôle des naissances, parce qu'elle pouvait projeter mathématiquement que si elle continuait à augmenter au même rythme chaque année, c'est 3 milliards qu'il y aura eu de population au bout d'un moment. Parce que là, elle a quand même doublé en 30 ans. Est-ce qu'elle a redoublé les 30 années d'après? Regardez, entre 53 et 82, elle double quasiment. 582 millions et 1 milliard. Bon, c'est un peu moins que le double, mais c'est pratiquement ça. Et entre 82 et 2010, c'est à nouveau à peu près 30 ans, est-ce qu'elle a doublé? Ah, j'ai paumé tout le monde là. Hein. Après, on fera une pause, hein, rassurez-vous. Non, elle n'a pas du tout doublé, donc elle a augmenté encore fortement, parce qu'elle a augmenté de 300 millions de personnes entre 82 et 2010. Mais le rythme est beaucoup plus faible, donc le taux d'accroissement s'est fortement ralenti, puisque là, on voyait bien qu'il y avait un rythme très soutenu sur les périodes de départ. Donc, ce qu'il faut que vous reteniez mathématiquement, c'est qu'un taux d'augmentation qui serait par exemple de 10%, ben, ça va très vite augmenter, puisque c'est chaque année 10% appliqué à une population qui elle-même a augmenté de 10%. Comme ma veste de tout à l'heure, si elle augmente de 10%, elle fait 55 € la deuxième année, mais les 10% l'année d'après, c'est 10% de 55. Donc ça veut dire qu'elle augmente de 5,5 €. Donc c'est plus que l'augmentation de départ. C'est ça qu'il faut que vous reteniez. C'est qu'un taux d'accroissement moyen, s'il se maintient pendant des années et des années, ça veut dire que la population va augmenter de plus en plus. Parce que 10% d'un truc plus gros, ça fait qu'il y a de plus en plus de gens. Enfin, 10% d'une population plus importante l'année d'après, qui a déjà augmenté de 10%, ça veut dire que c'est 10% appliqué à un plus gros volume. Donc, si on veut maîtriser un rythme de population, est-ce qu'il faut que le taux d'accroissement soit stagnant ou est-ce qu'il faut que le taux d'accroissement ralentisse si on veut maîtriser la population, si on veut qu'elle augmente pas trop vite? Est-ce qu'il faut que le taux d'augmentation, le taux d'accroissement soit toujours le même ou est-ce qu'il faut que le taux d'accroissement diminue si on veut ralentir la croissance de la population? Il faut qu'il diminue. Exactement. Pensez à la veste, toujours. Je vous donne cet exemple simple. Si vous voulez qu'elle augmente que de 5 € chaque année, il faut que le taux d'augmentation soit de plus en plus faible. Parce que pour que ça fasse toujours plus 5 €, il faut que ce soit un pourcentage qui diminue au fur et à mesure. Parce que si vous appliquez toujours 5 € au prix d'une veste qui a augmenté, ça va être 5 €, après 5,5 €, après 5,8 € et après 6 et après 7. Si vous voulez que la population augmente de, par exemple, je ne sais pas moi, 100 000 personnes par an, il faut que le taux d'accroissement soit de plus en plus petit, puisque c'est 100 000 personnes par rapport à une population de plus en plus importante. Je le répète, cette partie-là de l'outil mathématique, en aucun cas je vous demanderai, d'ailleurs je vous demanderai pas quoi que ce soit là-dedans sur le devoir final non plus, mais ça j'aimerais simplement que vous le compreniez. À défaut, ça, il faut comprendre que c'est le chemin dans le sens inverse. Si on a le résultat, on peut trouver simplement R en faisant un petit truc mathématique qui fait si ça a augmenté de 110 millions en 10 ans, ça veut dire qu'on peut retrouver le taux moyen d'augmentation chaque année. C'est un genre d'équivalent. Ah, pardon. À quoi correspond le... Non, ça veut dire que là, on a la version où on a la population d'arrivée, 694 millions, et on a la population de départ, 582 millions. Donc, avec ces deux-là, la seule inconnue qu'on a, c'est R. Et là, vous avez fait ça sûrement au collège et au lycée, on reformule le R en disant si ça on l'a, le 1 par définition, on l'a, en fait, pour trouver le fameux taux d'accroissement chaque année, qu'est-ce qui fait passer de 582 millions à 694 millions, mais année après année, on dit R, en fait, c'est la différence
entre la population d'arrivée moins de départ, moins 1, c'est moins la population de départ. Vous avez déjà entendu ça plein de fois. Et le petit n ici, c'est parce que c'est une racine pas carrée ni cubique, mais c'est une racine x, c'est-à-dire on fait la racine autant de fois qu'il y a eu d'années. Mais ça, vous le connaissez normalement, c'est valeur d'arrivée moins valeur de départ sur la valeur de départ. Mais là, c'est un peu plus compliqué parce que intuitivement, vous comprenez une racine carrée, mais une racine, en fait, ça s'arrête pas à 1, 2, ça peut être une racine de beaucoup, beaucoup de chiffres s'il y a beaucoup d'années. Voilà, et on passe de, oui, Emma, quand on dit c'est l'équivalent, c'est qu'on passe de l'une à l'autre. Parce que je pourrais vous donner comme exercice, trouver la population T. Si vous savez que vous avez c'est comme j'ai fait pour la veste, vous avez une veste qui coûte 50 euros, vous savez que pendant 3 ans, elle augmente de 10%, trouvez le prix à l'arrivée. Sauf que là, c'est pas exactement ça. Là, c'est plutôt qu'on a une population de départ et une population à l'arrivée, c'est plutôt de trouver quelle était son augmentation chaque année. Mais je reste sur l'équivalent de la veste. Dans la veste, prix de départ et taux d'augmentation chaque année vous donne le prix d'arrivée, mais également prix de départ et prix d'arrivée vous donne le taux moyen où ça a augmenté chaque année. Il y a un prix, il y a un volume de départ, un volume d'arrivée et un taux d'accroissement. Il en faut 2 pour trouver le troisième. Allez, je ne veux pas vous assommer trop. On va finir le grand B, puis ensuite on fera la pause. Il y a une théorie centrale en démographie, c'est ce qu'on appelle la transition démographique. Quelque chose que vous avez déjà fréquenté au collège, même si au collège on ne mémorise pas forcément tout ce que ça veut dire. Alors, voilà le modèle conceptuel. C'est une tendance en fait, qui a l'air naturelle dans le sens où elle a été repérée, répétée dans plein de civilisations. Avant de rentrer dans les petites variations, parce qu'il y a des différentes transitions démographiques, on va la traiter dans les grandes lignes. Alors, dans les grandes lignes, il y a d'abord un premier temps que les civilisations, les sociétés sont caractérisées par un équilibre entre à la fois beaucoup de natalité et beaucoup de mortalité. Donc il y a plein de gosses qui naissent, mais il y a aussi plein de gens qui meurent. Dans un second temps, il y a une baisse de la mortalité, mais le maintien d'une forte natalité. Donc il continue à y avoir plein de naissances, plein de gosses qui naissent. Par contre, on meurt moins, on vit plus longtemps. Et du coup, ah oui, pardon, qu'est-ce qui se passe s'il y a plein de naissances et beaucoup moins de morts? La population, elle augmente, elle diminue, elle stagne? Si on est dans la phase 2, baisse de la mortalité, mais maintien d'une forte natalité. Oui, la population augmente, puisqu'en gros, il y a beaucoup d'arrivées et pas beaucoup de départs, si on le dit cyniquement en flux et en stock. Et la troisième étape, c'est l'équilibre qui est retrouvé, mais un équilibre à un autre niveau. Au lieu d'avoir une forte natalité qui équilibre une forte mortalité, c'est une faible natalité qui est venue ramener au même niveau que la faible mortalité. Donc ça commence par moins mourir, pour arriver ensuite à moins mourir et moins naître. Ce qui fait que la population, à nouveau, elle peut se stabiliser. Elle augmente, hein, vous l'avez compris, s'il peut y avoir un solde naturel, mais c'est une question de degré, c'est une question de taux d'augmentation léger. Alors, comment ça apparaît graphiquement? Je pense que ça va vous rappeler des souvenirs. C'est... Ah, excusez-moi, c'est encore ma souris qui déconne. C'est une courbe que vous avez déjà vue, je pense, qui fait ça. Première période. Beaucoup de morts, beaucoup de naissances, mais ça s'équilibre. Suivi d'une phase où, ce qui est en rouge, le taux de mortalité diminue beaucoup. Je vais revenir en arrière, hein, mais je finis juste de montrer le graphique. Par contre, le taux de natalité continue à être le même. Et progressivement, le taux de natalité va lui aussi descendre. Et on va rentrer dans l'après-transition démographique, quand il y a un nouvel équilibre qui est trouvé, il n'y a pas beaucoup de morts et pas beaucoup de naissances. Je reviens en arrière, pour reprendre peut-être, j'imagine, Alexandra ou d'autres, les trois phases. Donc au début, forte natalité, forte mortalité. Après, baisse de la mortalité, mais maintien d'une forte natalité. Et enfin, l'équilibre retrouvé. Vous me dites quand c'est bon.
Ok. On va finir là-dessus, puis ensuite on fera une pause. Alors, si on regarde donc graphiquement, on a avant la transition, on a donc cette période, vous voyez, qui est plutôt civilisation, avec moins de médicaments, plus de violence, tout ce que vous voulez. Donc, on fait beaucoup d'enfants, il y a beaucoup de morts. La mortalité diminue justement parce qu'il y a moins de conflits, il y a plus de médicaments, l'alimentation peut évoluer, enfin, il y a plein de raisons qui justifient ça. Mais on continue à faire des gosses. Et donc, la transition, elle se fait dans une phase, disons 2, où ça y est, on commence à faire moins d'enfants. Mais regardez maintenant la courbe noire, c'est la courbe de la population. Donc fatalement, il y avait pas, il y avait il y avait ce qu'il y avait, quoi, il y avait des gens, mais la population augmente pas spécialement. Voilà. Par contre, quand il commence à y avoir beaucoup moins de morts, mais toujours aussi autant de naissances, évidemment, elle augmente beaucoup. Vous voyez là, la phase là, hein, c'est ce qu'on appelle une croissance exponentielle. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ce mot-là. Exponentielle, c'est quand ça augmente de plus en plus. Et ça se voit très bien sur une courbe. C'est une courbe d'accélération. Ça monte de plus en plus. Dans la phase 2 de la transition, la population continue à augmenter, mais un peu moins vite. Vous voyez? Là, la courbe est beaucoup plus raisonnable. Tout simplement parce qu'il commence à y avoir moins de naissances. Mais comme il y a de moins en moins de morts, elle continue quand même à augmenter. Et puis une fois que ça se rejoint, le fameux solde naturel, d'accord, une fois que le solde naturel retrouve son équilibre, eh bien la population se remet à évoluer à peine, quasiment stagner. Et en vert, c'est le fameux taux de croissance de la population qui connaît un pic, évidemment, au max, quand la mortalité a pas mal diminué, mais que ça n'a toujours pas diminué au niveau des naissances. Alors là, à la fois peu de morts et beaucoup de naissances, c'est le point summum du taux d'accroissement. Et regardez bien mathématiquement, c'est intéressant de voir que c'est quand on arrive au max du taux d'accroissement que la population continue à augmenter, mais moins. Parce que le taux d'accroissement reste fort, mais il diminue de plus en plus, il diminue, il diminue, il diminue, il diminue. Comprenez bien qu'un taux d'accroissement qui diminue, c'est quand même une population qui augmente. C'est juste qu'elle augmente moins vite. J'espère que vous le voyez mathématiquement, enfin graphiquement. La courbe verte, c'est la courbe d'accélération. Donc comme ça accélère de moins en moins vite, c'est normal que ça se traduise par une courbe noire qui devient de plus en plus plate. Voilà, c'est ça qu'on appelle la transition démographique. Maintenant, si on met ça un petit peu dans l'histoire, il y a des transitions qui sont très lentes. Par exemple, la France, elle a pris très longtemps à faire sa transition démographique. C'est-à-dire c'est à partir du milieu du XVIIIe siècle, 1740, que la mortalité a commencé à baisser. Mais les naissances ont baissé, mais très lentement. Et il a fallu tout le XIXe siècle, et arriver à peu près à 1905, pour arriver à la fin de la transition. C'est-à-dire le moment où les naissances ont commencé à sérieusement baisser. Donc la mortalité et la natalité ont baissé en même temps, mais très lentement, d'où l'explication sur la grande durée. Il y a inversement, enfin je vous laisse le temps de noter, puis j'allais dire, il y a des transitions qui ont été beaucoup plus rapides. Alors, Léa, vous parlez du baby boom. Alors ça, c'est un phénomène un petit peu différent parce que il relève pas de la transition démographique, il relève d'un phénomène qui est uniquement lié aux naissances. Il n'y a pas de lien particulier entre un phénomène d'évolution de la mortalité. Mais après, vous avez raison, c'est un phénomène important dans beaucoup de pays d'Europe, où il y a eu un boom, d'où le terme baby boom, une augmentation forte des naissances sur une dizaine d'années. Mais la transition démographique était déjà finie. Et en fait, c'est juste sur quelques années que les naissances ont repris. Mais comme en fait, il y avait eu un creux par rapport à la période de guerre, ça s'est équilibré. Cela dit, on verra tout à l'heure, ou la prochaine fois, je ne sais plus,
qu'il y a des phénomènes comme ça, ou s'il y a un gros pic de naissance à un moment donné, même si après la population fait moins d'enfants, comme il y a eu beaucoup de personnes et donc beaucoup de femmes, vous comprenez l'idée que même si la population ne fait plus beaucoup d'enfants, si à un moment donné il y a eu un gros pic de naissance, la génération d'après, il y a quand même pas mal de monde. Puisque forcément, beaucoup de femmes, si elles sont plus nombreuses, même si elles font moins d'enfants, elles sont quand même nombreuses à en faire un peu. Donc beaucoup de femmes qui font un peu d'enfants, ça fait quand même beaucoup d'enfants. Donc je parlais de transition lente, il y a aussi des transitions plus rapides. La Chine, par exemple, elle a pris seulement 30 ans. Et on le devinait tout à l'heure. On voyait bien qu'il y avait une maîtrise hyper rapide de la croissance de la population. Parce que comme ils ont aussi connu les progrès techniques, les progrès médicaux, etc., la mortalité a beaucoup baissé, mais il fallait très très vite contrôler les naissances. Et donc la transition démographique chinoise, c'était une action politique. Ça ne s'est pas fait comme ça par miracle. Et pour finir, et après on fait la pause, actuellement, à l'échelle mondiale, sachez que la transition est largement amorcée dans l'ensemble des pays, puisque la moitié des pays de la Terre, enfin oui, du monde, ont atteint une natalité de 2,1 enfants par femme. Ce qui nous situe plutôt dans la période post-transition. Alors maintenant, pour finir, je vous pose la question. Et en Chine, oui, il y a eu la politique de ce qu'on appelait de l'enfant unique, parce que, vous avez compris, mathématiquement, ils avaient bien vu que si la population continuait à augmenter dans les mêmes proportions, même si le taux restait le même, ça allait être de plus en plus de gens. Si c'est 300 millions en 10 ans, ça veut dire qu'après, si on continue au même rythme, c'est encore le même pourcentage, mais appliqué à 800 millions au lieu de 500 millions. D'où cette politique antinataliste qui ont fait qu'ils ont réussi très très rapidement à voir leur population continuer à augmenter, mais beaucoup moins. Donc, j'allais vous poser la question. Ce phénomène de transition démographique, qui s'est observé dans le temps, un peu partout, et toujours à peu près selon les mêmes mécanismes. Alors, à votre avis, pourquoi? Pourquoi on a ce phénomène où d'abord il y a une baisse de la mortalité, et ensuite, le ensuite pouvant prendre du temps, il y a une baisse de la natalité? Pourquoi dans cet ordre-là? Pourquoi ce phénomène, à votre avis? Parce qu'au bout d'un moment, on a l'impression que c'est une tendance historique chez les humains. Pas d'idée? Alors, Émilie, baisse de la mortalité avec les progrès de la médecine, puis baisse de la natalité car avec le progrès, fait moins d'enfants. Bah oui, en fait, souvent c'est que la mortalité, elle apparaît comme un phénomène dont on se rend compte, enfin la baisse de la mortalité apparaît comme un phénomène qui n'est pas choisi par les familles. Vous voyez, c'est pas, on ne choisit pas d'avoir des morts dans les foyers, dans les familles, dans les maisons. Euh, mais après, effectivement, la, la population, augmente. Il y a des phénomènes culturels qui fait que on a moins d'inquiétude aussi sur le fait de voir ses enfants mourir, donc on en fait moins. Et comme dans le cas de la Chine, en plus, c'était une incitation. Donc culturellement, les gens vont... Enfin, c'est horrible ce que je veux dire, mais à une époque, on faisait beaucoup d'enfants pour qu'il en reste. Sauf qu'une fois que les enfants meurent plus, parce que c'est notamment, là, sachez-le, la mortalité infantile qui permet de faire beaucoup baisser la mortalité, c'est pas juste l'espérance de vie, une fois que les enfants commencent à être des individus viables, vous voyez, qui ne meurent pas pour un oui ou pour un non, accident du travail, maladie incurable, enfin maladie qui ne se soigne pas et tout ça, voilà, on se met à faire moins d'enfants parce qu'on se rend compte progressivement que c'est bon, ça y est, on peut fonctionner autrement en famille, et je le redis, voilà, c'est carrément l'État qui limite les naissances comme en Chine. C'est très bien, Émilie, c'est ce que vous disiez aussi. Voilà, écoutez, il est la nuit passée. Je vous propose de faire une pause maintenant. Alors moi, à mon horloge, là, il est 34. Donc on prend à 50, comme ça vous aérez bien l'esprit, vous aérez tout court. Je sais que là, je vous en ai mis un petit peu plein la tête avec la partie mathématique. Donc on prend à 50.
Donc là, je coupe l'enregistrement, puis j'en redémarrerai un deuxième tout à l'heure. Voilà, allez, à dans un quart d'heure.